On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Ça fait quelques émissions qu'il nous parle de la Côte-Nord. Il l'a redécouvert l'été passé, à plus d'une reprise d'ailleurs. C'est Paul Laforêt, photographe globe-trotteur. Et là, cette fois, il nous parle des églises de la Côte-Nord et notamment d'un curé un peu spécial. On poursuit sur la thématique de la Côte-Nord avec notre photographe et globe-trotteur Paul Laforêt. Salutations, bienvenue. Bonjour. À une première émission, tu nous as un peu remémoré tes souvenirs des années 70-80 où tu es allé à maintes reprises sur la Côte-Nord. Et puis là, l'été passé, en 2020, tu as redécouvert un peu cette région-là. La semaine dernière, entre autres, tu nous parlais des îles de Mingam et des îles de l'Ouest. Et là, tu voulais aborder aussi aujourd'hui une autre thématique qui est celle, entre autres, des églises. Oui, parce que cette fois-ci, contrairement à ce que je fais habituellement, plutôt que de dérouler mon voyage selon l'ordre chronologique, si on veut, j'ai plutôt voulu y aller par thème parce que, comme j'ai beaucoup de matière, et j'ai fait 36 jours l'été dernier, là, c'est quand même pas mal, ça. Écoute, tu sais que te rendre à Kegaska, c'est 1400 km. Tout à fait. Mais moi, j'ai fait 7200 km sur la Côte-Nord. Or, je ne suis pas resté assis dans ma roulotte, là. Je me suis promené beaucoup. Je suis revenu avec beaucoup d'images. J'avais au-delà de 7000 photos que j'ai résumées en 1300 pour les amis de la photo. Mais en même temps aussi, la Côte-Nord, c'est extrêmement vaste parce que, tu sais, certains, on parle parfois de Bécomo, puis de Sept-Îles, puis Havre-Saint-Pierre, puis Kegaska, puis on peut même monter jusqu'à Blanc-Sablon. Oui. Donc, c'est énorme comme territoire. C'est vaste, parce que si on prend le temps de s'arrêter vraiment, il y a une matière là incroyable. Tout à fait. Ouais. Et j'espère le démontrer jusqu'à la fin des émissions que je vais faire. Et pourquoi un focus sur les églises de la Côte-Nord? Ah, c'est que il y a 3 endroits, à mon sens particulier. Il y a 2 églises d'abord. Mais avant, tu me permets un mot, là. De l'autre côté de Bécomo, il y a un phare. Je tiens à ce que les gens voient des photos du phare de Pointe-des-Monts où je suis allé. Ouais. Tous mes groupes, on arrêtait au phare de Pointe-des-Monts. C'est un phare historique qui est installé à l'entrée du Golfe. Le Golfe, c'est la zone qui s'est élargie énormément dans le fleuve. Et ce phare-là est devenu un monument historique depuis 1967. C'est un musée à 7 étages dans lequel on peut monter aussi. On peut sortir à l'extérieur. Oui, je suis arrêté. En haut, tu es arrêté. Oui, là, bon. C'est le 7 étages qui m'a fait rappeler. Bon, oui. Alors, vois-tu, quand on quitte à 138, on a 11 km à faire. Et on passe à côté d'une petite chapelle et le phare. Oui. Il y a un petit pont qu'on doit traverser, tu te souviens. Il y a aussi la maison du gardien à côté qui est devenu un restaurant. Oui. Évidemment, l'été dernier, ça, c'est des choses... C'était pas possible. Mm-hmm. Mais souvent, j'allais au restaurant et d'autant plus, il y a une autre bâtisse à côté où on fait la présentation de diaporamas et d'explications sur le phare parce qu'il y a toute une histoire quand même intéressante et importante. Alors, il vaut la peine de s'arrêter, c'est pour ça que je le mentionne. Et mes églises, une qui n'a pas une grosse marque de commerce, c'est les îlets Jérémie. Mais pourquoi j'en parle? Et là aussi, je m'arrêtais avec mes groupes. C'est quand même un lieu dédié à Sainte-Anne, comparativement à notre Sainte-Anne de Beaupré qu'on connaît près de Québec. La petite chapelle qu'il y a là a été reconstruite en 1939 sur le modèle de la chapelle de Tadoussac. Tu as peut-être vu, tu es arrêté à Tadoussac, je suppose. Près de l'hôtel, il y a justement la petite chapelle qui est là. Et celle des îlets Jérémie, malheureusement, je n'ai pas pu entrer à l'intérieur cette fois-ci pour faire des photos. Comme j'ai dit, mes 2 autres églises, là, ça a été un petit peu compliqué de pouvoir entrer à l'intérieur. Partout, M. Révelin, toujours sur des potes barrés. Mais ici, les îlets Jérémie, quand même, il y a une coupe d'affiches qui raconte un peu l'histoire, qui commence en 1735. Et là, il y a différentes communautés qui sont passées par cet endroit-là. Et c'est une ancienne réserve montagnaise. Ce qui fait qu'à la fête de Sainte-Anne, quand je m'arrêtais avec mes groupes d'âge d'or, là, il y avait toujours quelqu'un qui nous recevait, puis souvent le curé, le prêtre du coin.
on pouvait voir l'intérieur, mais il nous expliquait aussi qu'à la fête de Sainte-Anne, là, les Inuits de la Côte-Nord pouvaient se ramasser là à 1200 personnes. C'est pas rien, parce que c'est un beau territoire qui est situé sur le bord du fleuve. Puis quand on passe sur la 138, il y a justement une statue de Sainte-Anne qui est là sur le bord de la route. C'est tout près. Alors, cette église-là, c'est pas tellement pour l'église que je m'arrêtais là, c'est pour l'ensemble de l'histoire qui est racontée avec tout ce que ça comporte. Évidemment, j'ai fait un texte pour le journal à ce sujet-là, pour le Canada français. On le verra plus tard. Une autre église, là, mes deux églises les deux prochaines sont vraiment marquantes. Les gens qui sont allés sur la Côte-Nord savent. Ça, c'est évident. Bon, au niveau géographique, là, d'abord, mêlons pas les cartes. Quand on a traversé Rivière-au-Tonnerre, on arrive à Longue Pointe de Mingan, où là, j'ai logé dans une roulotte où je suis parti avec Pierre Loisel la semaine dernière en bateau. À 8 kilomètres de là, en allant vers nord-est, c'est Mingan. Mingan, c'est une réserve, tout simplement. C'est un village autochtone. Ce sont les Inuits qui sont là. Et là, on a la petite église. Si tu es entré dedans déjà en allant sur la Côte-Nord, tu ne peux pas l'oublier. Moi, à l'époque, je vais te dire ce que je faisais. Évidemment, je reviens toujours à l'époque parce que, coudonc, 17 fois d'arrêt. Quand je partais avec mes groupes sur la Côte-Nord, j'arrêtais à Mingan. Mingan est à 43 plus 8, moins 8, ça fait 35, si je ne me trompe pas, est à 35 km d'Havre-Saint-Pierre. On est obligé de laisser la 138, prendre une petite rue sur le bord de l'eau. Et là, je m'arrêtais à l'église. Je laissais tout mon monde dans l'autobus. J'allais au presbytère voir le curé. Je sonnais. Le curé, je pense que c'est Delaunay à l'époque, là, mais je peux faire une erreur sur le nom. Les gens de la Côte-Nord vont recevoir le document, là, pourront me corriger s'ils veulent. Je m'entendais avec lui. Au retour, on arrêtait, on entrait dans l'église, le curé nous expliquait, parce que c'est lui qui est à l'origine de la décoration à l'intérieur. Et la décoration, là, j'ai pas fait beaucoup de photos à l'intérieur cette fois-ci, mais il reste que l'habileté de Claude, je la connais, là. Je sais comment il peut zoomer mes photos à mon goût. J'ai l'impression que je fais le travail à sa place. Alors, Claude, zoom. Oui. C'est que là, par exemple, mais après, là, je vais raconter mon nouveau curé. Si tu veux, on va rentrer dans l'église, mais je reviens au curé après coup. OK, parce qu'ils ont changé de curé. Non, je ne dois pas oublier le curé. C'est majeur aujourd'hui. OK. Le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est peau de caribou. Oui. D'ailleurs, tout ce qu'il y a dans l'Église, le curé de l'époque, qui desservait l'île d'Anticosti en même temps, il nous le racontait tout le temps, tout l'aménagement intérieur de l'Église a été fait en collaboration avec lui et les Inuits de la place. Tout est autochtone là-dedans. Exemple, le tabernacle est en forme de tente indienne, spéciale. Les fonds baptismaux. Les fonds baptismaux, là, est en deux parties. Il y a la bûche, qui est un peu tortillée, d'épinettes noires, avec le bol. Tu sais ce que c'est que les fonds baptismaux? Alors, le bol qui est dessus, qui se soulève d'ailleurs. C'est une épinette noire. Le crucifix est en forme d'Y, en bois. On ne peut pas passer à côté, puis surtout que l'extérieur a été rénové. L'église est vraiment belle. Elle n'est pas grosse, mais elle est très, très belle. Puis, malheureusement, durant mon périple d'automne, je n'ai pas osé entrer lors d'une funéraille. Ouais. Il y avait beaucoup d'autos. J'ai revu le curé quelques minutes à mon deuxième voyage, puis il m'a dit, bon, tu aurais peut-être pu, je ne savais pas, le masque, tu comprends?
Je trouvais ça un peu compliqué. Oui, parce que Revenons faut à mon juste curé. résumer, parce que tu es allé, dans le fond, 2 fois sur la Côte-Nord cet été. Tu es Oui, allé oui, en oui. juillet, quoi. Oui, juillet, août. Puis tu es retourné... La semaine prochaine, je vais être en août. Oui, tu es retourné plus tard. Là, je suis retourné en automne et c'est cet automne que j'ai pu rencontrer le nouveau curé. Ça fait combien de temps qu'il est là? Comment? Ça fait combien de temps qu'il est là? Je vais y arriver. Mais il faut que je t'explique ma rencontre. Quand j'ai pitonné sur le bouton de la sonnette 17 fois dans ma vie au presbytère, juste à côté de l'église, tu me comprends? Moi, j'étais habitué avec l'autre curé Qui était là très longtemps. qui était là. Écoute, je ne sais pas, là. OK. C'est plus tard que j'ai appris qu'il était décédé. Je sonne à la porte. Qui se présente dans la porte? Un homme en petit chandail gris, je pense, pantalon, un noir. Et pourquoi? C'est peut-être... Écoute, ça fait 17 ou 18 fois que je vais en Afrique noire. Puis avec les Noirs, moi, je me sens extrêmement à l'aise. La chimie passe. C'est, par exemple, je parlerai des Chinois, là, ma chimie personnelle ne passe pas autant. Mais les Noirs, oui. Je l'aperçois dans la fenêtre, la porte s'ouvre, et je me mets à rire. Et lui, il commence à rire. C'est pas compliqué. Ça a été comme ça l'introduction. Mais est-ce que c'est parce que tu as été surpris de voir un curé noir sur la Côte-Nord? C'est parce que j'avais trop vu l'autre. Ça a été ma grande surprise. Puis je ne savais pas, à ce moment-là, si c'est un curé ou je ne sais pas qui, là. Et c'est là que j'apprends qu'il est curé dans la place. Et je lui explique ce que je veux. Je dis, écoutez, l'église est barrée. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir la porte? Tout ça. OK. Pas de problème. Sors à l'extérieur du presbytère, m'ouvre la porte. Je fais des photos. Il me donne des cartes postales de souvenirs qu'il a faites lui-même. Et là, je dis au curé, je le photographie. Claude a une photo. Il me vient à l'esprit de faire une vidéo parce que je voulais qu'il m'explique d'où il venait, Ouais. son nom. Il s'appelle, attends un petit peu, là. C'est Ali. C'est Nemaka. Bon. Mais là, j'aimerais dire autre chose, Ouais. mais je veux que le curé parle. Dehors, j'ai essayé de faire une vidéo, mais les Noirs, j'ai l'expérience en Afrique. Il faut les placer face au soleil. C'est toujours difficile d'avoir un visage net. J'essaye de faire une vidéo à l'extérieur. Je dis au curé en question, je ne sais pas si je me trompe, je pense qu'il a 34 ans. OK. Mais je peux me tromper. Puis il est d'origine africaine? Oui, Nigeria. OK. Bon, on rentre à l'intérieur, je dis à mon curé en question, soyez-vous donc en arrière de l'hôtel, sur votre chaise, il me semble que ça serait intéressant que je puisse faire une vidéo où vous allez m'expliquer, d'où vous venez et ce que vous faites ici. Ouais. Bon. Là, je fais une vidéo avec lui, il se lève debout. D'abord, il me dit, écoute, assis, là, je ne serais pas à l'aise. J'ai voulu faire 3 vidéos sur la Côte-Nord du genre. J'en ai eu un, c'est lui. Je suis drôlement content parce qu'il me parle, il se nomme, il parle du pourquoi de son nom, il parle d'où il vient, où il a étudié, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il fait chez les Inuits et comment il s'est intégré. Là, C'est là qu'on le regarde? la vidéo dure 3 minutes 15 secondes et je tiens que le curé parle lui-même parce que moi, Non. c'est très différent. On regarde ça à l'instant. Absolument. On vous revient dans quelques secondes. Je m'appelle Nemeka Ali. Nemeka veut dire le Père a bien fait. Je suis du Nigeria. Je suis prêtre au Blas de Marie Immaculée. Et j'ai fait ma formation au Nigeria, au Cameroun, en Italie et en Italie. Et je suis au Québec depuis 2014. À mon arrivée, je suis venu directement dans des communautés Inuits où j'ai fait une année d'immersion culturelle et d'apprentissage de la langue.
Ensuite, j'ai commencé à travailler dans la communauté de Eguanichit, dite Mengan, et Matimekosh Lakjon, dite aussi Shefferville. Depuis 2015, je travaille dans ces deux communautés où j'ai fait des voyages de 2 semaines d'un côté à l'autre. Depuis mon arrivée ici, la première année, comme je disais, était un moment d'apprentissage. Mais ensuite, j'ai commencé à travailler. Mais depuis que je suis arrivé, je suis en train d'apprendre à vivre dans une communauté autochtone au Canada, apprendre l'histoire du peuple autochtone au Canada, apprendre la langue Innu et apprendre à vivre avec ce peuple. Et donc, étant prêtre, j'essaye de faire le chemin avec ma communauté. Oui, je dis souvent, je me présente comme noir et missionnaire. Parce que mon identité noire m'aide à vivre mon appel comme missionnaire. Mais ce qui est important, c'est qu'en étant ici, j'essaie d'apprendre ce que les gens vivent, que ce soit au Québec, au Canada ou ici dans la communauté Innu. Et mon approche, c'est quoi? C'est l'approche d'écoute. L'approche d'écoute où j'écoute la communauté. Qu'est-ce que la communauté veut vivre? Et qu'est-ce que l'Évangile nous demande de vivre? Et donc, c'est vraiment un dialogue entre la parole de Dieu comme nous le connaissons dans l'Évangile ou comme l'Église le présente, et la parole de Dieu comme c'est vécu dans la communauté qui m'accueille. Et donc moi, je suis toujours en marche avec ma communauté, en essayant d'apprendre d'eux et partager aussi ce que moi je connais. Et depuis que je suis arrivé ici, j'ai fait tellement d'expériences impossibles à décrire avec des mots. Pourquoi? Parce que moi qui venais comme prêtre, ordonné missionnaire, qui avait des formations, arrivé dans une communauté où je dois apprendre, franchement, à connaître Dieu autrement, à voir Dieu dans la nature, dans la terre, dans l'air et dans tout ce qui existe. Ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, ce n'est pas des choses qu'on apprend au séminaire, mais c'est des choses qu'on apprend sur le terrain. Et moi, j'ai fait une expérience. Donc, je me dis, l'expérience que je fais dans une communauté autochtone, c'est une expérience qu'on peut passer 20 ans à l'école sans l'apprendre. Et donc, j'invite les gens qui peuvent venir dans des communautés autochtones d'aller vivre, faire l'expérience de la spiritualité, de la culture, de la tradition, et d'apprendre à vivre et à être en relation avec la nature, avec la création et avec le Créateur. Alors, Paul, pourquoi ce curé était-il autant spécial pour toi? Je vais te le dire. Les Noirs ont une chose qu'on n'a pas. Je suis très à l'aise pour dire ça. Je l'ai réalisé au Kenya, je l'ai réalisé à Madagascar et à d'autres pays aussi, mais le Kenya, je suis allé plus souvent. Je regarde chez nous, par exemple, à l'endroit où je demeure, j'ai jasé quelquefois avec une infirmière. Ce curé-là, comme beaucoup d'autres que j'ai connus, c'est la simplicité. Quand je lui demande, il ne me connaît pas, là, je lui ai expliqué ce que je fais. Je vais raconter pour le journal, je vais raconter ici ce matin. Bon. Mais quand même, il embarque là-dedans avec beaucoup de simplicité. Il se nomme, d'où il vient, où il a étudié au Cameroun, en Italie, tout ça. Et il me parle de l'année d'intégration dans le village, là. Essaie d'imaginer, moi, quand j'enseigne, je suis un jeune enseignant, savais-tu qu'on avait la visite de différents pères? Lui, c'est un Marie Immaculée, là. Est-ce que je me trompe? C'est un oblat de Marie Immaculée, oui. J'en ai reçu, moi, quand je commence dans mon enseignement. Ces prêtres-là travaillaient en Afrique. À l'heure actuelle, chez nous, nos curés, c'est devenu des Africains qui viennent nous convertir. C'est ça le comique de la situation, pour moi, parce que j'ai connu deux facettes aussi. Tu sais, d'être assez vieux, ça aide. Puis, est-ce que tu as visité aussi d'autres églises oui, le long de la Côte-Nord? Bon,
L'église de Rivière-au-Tonnerre, là, elle, c'est une spéciale. Et combien de temps il me reste? Quelques minutes. Quelques minutes, et boy. J'ai donné le texte. D'abord, durant l'été, je suis passé 3 fois à l'église de Rivière-au-Tonnerre. C'est une église qu'on ne doit pas manquer, unique en son genre. Elle n'a rien à voir avec la précédente. 3 fois, je me suis arrivé sur la porte en juillet-août. En septembre, j'arrive là le 28 septembre, la porte est encore barrée. Le temps de le dire, il y a un petit auto qui arrive. C'est un marguillier, Claude a la photo. J'explique au marguillier, il m'ouvre la porte, je fais un don pour le remercier, mais dans l'église, c'est pas froid, c'est fret. Je t'oublie pas ça, c'est l'humidité d'intérieur, là. Mais quand même, je voulais la photographier parce que qui a la chance de voir une église de couleur bleue? Oui. Bleu et blanc, aux couleurs de la Vierge qui est en avant dans l'église. Ma rencontre avec Marguillier n'a pas été très longue, mais je dis au Marguillier, écoutez, là, avez-vous l'histoire de cette église-là, quelqu'un? Il dit non, sauf sur le mur arrière, il y a 3 feuilles plastifiées qui sont là, qui racontent l'histoire. Je vais essayer, là, dans le temps qui me reste, de donner des étapes cruciales. 1, c'est une église en bois. Évidemment, les travaux de la dernière, parce qu'il y en a une autre avant, ça a commencé en 1857 avec une chapelle de l'époque qui a passé au feu. Actuellement, dans une église en bois, tu as sûrement fait un arrêt là. Bon, il y a un nouveau curé qui arrive de France avec un style normand à l'intérieur. Les travaux commencent en 1905, se terminent en 1908. 300 personnes y travaillent bénévolement. Et la direction de ça, c'est M. James Boudreau et M. John Cody. Là, est-ce que je vais sauter des choses pour... 1 minute et demie, Paul. 1 minute et demie, et boy. Les sculptures de cette église. 60 pieds de hauteur qu'elle a. Au plafond, 60 motifs, 40 modèles différents travaillés au couteau de poche. M. Boudreau, d'ailleurs, était un art dans le domaine, apparemment. Pour réaliser l'ensemble de l'église, hache, hachette, couteau de poche, hermiette, bouvet pour rainure. Les colonnettes sont des arbres complets, entourés qui ont été travaillés à la hache et à l'hermiette et au bouvet. La voûte est formée de caissons creux quadrangulaires, oui, exactement. Et boy, le temps passe. Bon, le transport des poutres. De la charpente, là, ça s'est sorti de la forêt, ça, là, en hiver, avec des traîneaux tirés par des bœufs et des chiens. Écoute bien, il y a un pauvre bûcheron, à court de moyens de transport, sorti de la forêt, 1000 cordes de bois de 4 pieds, avec un chien attelé à un traîneau. Ça se voyait, ça, à mon époque, un chien sur un traîneau. À raison d'une demi-corde par voyage. C'est une demi-tonne. Une demi-corde, 1000 cordes, ça fait combien de voyages, ça? L'église de Rivière-au-Tonnerre, pour n'importe quel visiteur, a une note que le marguillier m'a donnée. Ils ont fait une demande au ministère des Affaires culturelles pour peut-être, c'est pas facile de la financer, le village n'est pas très gros, en tout cas. Et il me disait que pour chauffer l'église pour une funéraille, le coût qu'elle charge pour la funéraille, l'huile siphonne le coût. C'est pas compliqué. Le ministère des Affaires culturelles refuse d'aider la fabrique. Sais-tu pourquoi? C'est beau, les règlements, puis toutes les lois inimaginables. Et quelle est la raison? La raison? Une raison que je trouve simpliste. Parce que les bancs ne sont pas de couleur originale en brun. Ils sont en bleu. Quoi dire de plus? On va se laisser là-dessus, mon Paul. La semaine prochaine, on est dans l'électricité sur la rivière Romaine. Salutations. Restez avec nous. Au plaisir. Retour, le mot de la fin.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Yohan Lennes en première partie qui vient de remporter son combat à MMA. Ouais. Et deuxième partie? William Julien, la Macédoine sportive. On parle même de curling. Ouais. Pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Économiser l'eau potable, c'est un programme conjoint de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Hydro-Québec. Ce sont des trousses à faible coût, ne coûtent pas très, très cher, pour acheter des petits trucs qui peuvent nous aider à économiser de l'eau, des pommeaux, entre autres. Bref, pour pouvoir y avoir accès ou pouvoir les commander, vous allez sur hydroquebec.com/économiser-eau. Vous allez pouvoir, évidemment, commander le truc et le recevoir après ça à la maison. À demain! Bye-bye!